Voilà. Alors, bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir en particulier aux nouveaux, Ouais. aux nouvelles et aux nouveaux. Donc aujourd'hui, nous allons opérer sans le concours de Jean-Pierre Crémieux, qui habituellement est là, mais c'est parce qu'il vient de perdre son frère, qui vivait en Guyane et qui est décédé ces jours-ci. Donc, priorité à la famille. Bon, alors la semaine, enfin il y a, je ne sais plus, 15 jours ou 3 semaines, on a traité de l'école, la formation de l'hégémonie bourgeoise par l'école depuis la Révolution, et aujourd'hui, nous continuons dans la même veine avec la formation de l'hégémonie bourgeoise en philosophie. Il y aura 2 conférences, une aujourd'hui et la prochaine le 15 mars. Donc, quelle est l'attitude, la politique, de la stratégie, etc., de la bourgeoisie nouvellement dominante en France après la Révolution? On va regarder ça, et pour cela, je vais m'appuyer sur un livre tout à fait génial de Lucien Sève. Lucien Sève, c'est un philosophe marxiste de l'après-guerre qui est décédé il n'y a pas longtemps, en 2020, et qui a publié en 1962 un ouvrage intitulé « La philosophie française contemporaine et sa genèse de 1789 à nos jours ». L'ouvrage est précédé d'un très long avant-propos, préface, je ne sais pas comment il faut dire, qui est intitulé « Philosophie et politique ». Très long, hein, une quarantaine, une cinquantaine de pages. Quand Sève publie cet ouvrage, il a 36 ans et il est membre du comité central du Parti communiste français depuis 1 an. Il va rester membre de ce comité central une bonne trentaine d'années. C'est le premier ouvrage marquant qu'il publie, et beaucoup d'autres vont suivre, hein, jusqu'en 2020, vous pouvez imaginer, et sa bibliographie prend des pages et des pages. En 1964, je les cite, ils portent sur des sujets intéressants. En 1964, il publie « Les dons n'existent pas ». Les dons n'existent pas. Et ça va faire un sacré scandale. Il va avoir des ennuis avec ses éditeurs, et aussi un petit peu, il faut bien le dire, avec le PCF, qui n'est pas très content qu'un jeune couillon de presque d'à peine 40 ans publie un truc comme ça. Et en 1965, l'année après, l'année suivante, L'école et la laïcité, anthologie commentée des grands textes laïques. Et en 1969, c'est un chef-d'œuvre, Marxisme et théorie de la personnalité, qui va connaître un nombre impressionnant de rééditions dans plusieurs langues, et en allemand, en anglais, en italien, en espagnol, en russe, etc., etc., etc. Donc je disais 2 conférences. Aujourd'hui, nous allons adopter 2 registres particuliers. Un premier registre qui va consister à regarder les choses d'un point de vue sociopolitique, regarder l'action de l'État dans cette affaire de l'hégémonie bourgeoise en philosophie. Un deuxième registre qui va être plus institutionnel, en l'occurrence l'université française du XIXe siècle,
Et un troisième registre, mais là ce sera le 15 mars, ce ne sera pas aujourd'hui. Le troisième registre, ce sera de regarder la philosophie proprement dite après la Révolution française, jusque dans les années 40-50. Donc on va regarder quelles sont les thèses que soutient, que développe la philosophie française dominante. Je ne la qualifie pas encore, mais je vais la qualifier dans quelques minutes, les thèses qu'elle développe. Donc aujourd'hui, approche sociopolitique et institutionnelle. L'approche sociopolitique, évidemment, je vais survoler les choses, c'est inévitable, c'est un peu comme pour l'école la fois passée, hein, on y va avec des bottes de 7 lieues. Bon. Un constat s'impose d'une manière tout à fait évidente, c'est que pendant tout le 19e siècle, on va commencer par ça, et aussi la première moitié du 20e, la philosophie, alors là je la qualifie, spiritualiste, la philosophie spiritualiste a dominé le monde universitaire sans partage, la philosophie spiritualiste. Et dans la mesure où la philosophie spiritualiste dominait le monde universitaire, quelque part, elle a en fait dominé tout court. Elle a dominé la société, les débats philosophiques, etc. Ah, Sergio. Alors lui, c'est la première fois qu'il vient. Il est en séjour à Nice et il vient nous voir. Bravo. Merci à vous. Donc elle a dominé les débats philosophiques dans leur ensemble. Je rappelle les grandes thèses de la philosophie spiritualiste. Thèse, vous allez voir laquelle c'est l'existence de Dieu. La première thèse. Je rappelle aussitôt qu'on est en train de parler de quelque chose qui a dominé l'université. Hein. Attention, hein, il faut relier les morceaux, hein, les wagons. Donc on est en train de parler de quelque chose qui a dominé l'université et qui a donné lieu à des textes législatifs et réglementaires soutenus par des hommes politiques de premier plan. Hein, donc, qui soutenaient la philosophie spiritualiste. Donc première thèse, l'existence de Dieu. Deuxième thèse, intimement liée à la première, c'est l'immatérialité et l'immortalité de l'âme. Immatérialité, immortalité de l'âme. Et la troisième thèse, la liberté du moi. On va retrouver ça à plusieurs reprises au cours de ces interventions. Cette nomination, elle est un fait social, c'est un fait social, c'est un fait de société, et nous allons l'envisager en tant que tel que je l'ai dit, c'est-à-dire on va avoir un regard sociopolitique, l'action de l'État, on va regarder son histoire, ses manifestations, etc. Mais tout de suite, une première surprise, il faut la dire, il faut la poser. La première surprise qu'il faut mentionner, c'est quoi? C'est qu'on va se rendre compte très vite que cette domination de la philosophie spiritualiste, on pourrait croire que c'est parce que la philosophie spiritualiste avait damé le pion à toutes les philosophies qui pointaient leur nez. Que nenni! Que nenni! C'est pas ça du tout. Ce n'est pas que la philosophie spiritualiste s'est révélée supérieure à toutes les autres. Qu'elle a, comment dire, terrassé toutes les philosophies qui voulaient s'en prendre à elle. Absolument pas. La première constatation que l'on fait, c'est que cette affaire, elle est, dès le départ, une affaire d'État. Un phénomène d'État, une affaire d'État.
Et c'est l'État que l'on trouve à l'alpha et à l'oméga de cette question. Nous allons y revenir. Je pense que c'est à moi. Ouais, Alors, je ne suis pas Montaigne, donc évidemment, oui, ça ne peut pas marcher. voilà, et puis moi je suis alsacien, je suis long à comprendre. Hein. Alors, On va profiter parce que les Alsaciens ne sont pas là aujourd'hui. Si, moi je suis Alors, carteronne alsacienne. Voilà. Par contre, je comprends au quart du tour. Hein. Bon, depuis la Révolution, la bourgeoisie et son État, à travers toutes leurs vicissitudes, se sont toujours intéressés de très près aux doctrines enseignées dans l'université. On cherchait, avec esprit de suite, à y imposer l'option spiritualiste à l'éclusion de tout autre, et cela au nom d'intérêts de classe et de calculs politiques parfaitement identifiables. Voilà, donc, affaire d'État. Je vais décrire, illustrer, documenter cette thèse en 7 étapes historiques. Hein, et je vais commencer par la première, évidemment la plus logique, c'est le consulat et l'empire. Hein, le tournant des années 1790-1800 jusqu'à 1815. Alors, en peu d'années, dès les premières années de cette période, d'une quinzaine d'années, la grande bourgeoisie infléchit sa politique et l'idéologie de l'État et de la nation. Sèvres indique qu'à la ligne du républicanisme avancé, du jacobinisme, de l'idéologie, c'est-à-dire de l'une des formes principales de la philosophie des Lumières et du matérialisme du XVIIIe siècle, est substituée. La ligne de la réaction sociale, du pouvoir monarchique, du concordat clérical, de l'obscurantisme philosophique. Quelques exemples remarquables, les écoles centrales qui ont été un acquis de la Révolution, une réalisation remarquable, eh bien, elles sont supprimées et elles sont remplacées par l'université napoléonienne, de laquelle je ne vais rien dire, mais il y a des volumes et des volumes qui remplissent des bibliothèques sur l'université napoléonienne, son organisation, son contenu. Autre exemple, une citation cette fois-ci, le 14 mai 1802, Pierre-Louis Roederer présente au corps législatif la nouvelle université impériale en ces termes. Législateur, l'institution que le gouvernement vous propose n'est pas purement morale, c'est une institution politique. Le système d'instruction publique que nous a donné l'an 4, les écoles centrales, a fait tout le contraire, ce qu'indiquait la nature des choses. Dans ce système, peu ou point d'enseignement littéraire, partout des sciences. Tandis que, d'un côté, les écoles centrales accordaient à peine un cours à l'étude des langues anciennes, première base de toute éducation libérale, de l'ordre, elles semblaient avoir entrepris de peupler la France d'encyclopédies vivantes. Il y avait plus de sagesse à cet égard dans le système des anciens collèges. De jésuites. Oui, c'est pas marqué. Mais... Non, mais... L'instruction publique et la religion sont et doivent être deux institutions différentes qui concourent au même but par les moyens qui leur sont propres et qui sont loin de s'exclure mutuellement. L'instruction, la religion, qui rétablit l'une, a aussi rappelé l'autre, car c'est elle qui a tendu les bras à la religion, et cette grande restauration que certains regardent comme le triomphe de l'un des deux, fait assurément la gloire de l'une et de l'autre. Voilà. Donc là aussi, on retrouve un peu le ton
que l'on a trouvé pour la conférence sur l'école avec toute la kyrielle de citations, où on avait une espèce d'extraordinaire franchise, naïveté franchise des hommes politiques de l'époque qui s'exprimaient sur leurs intentions, qui dévoilaient leurs intentions. Mais alors, il n'y avait aucun angle mort, etc. On savait exactement quand ils avaient parlé ce qu'ils avaient voulu faire, quoi. Hein, tu te souviens des citations de l'époque, d'il y a quelques semaines. Et bien là, c'est pareil, tout est dit en une douzaine de phrases, tout est dit et bien dit. L'instruction publique, c'est une question politique, voilà, c'est dit. Il faut une religion pour le peuple, c'est dit. Les collèges religieux de l'Ancien Régime, c'était bien. L'esprit scientifique, voilà l'ennemi. Les études littéraires, c'est bien mieux, c'est bien plus formateur. Et au même moment, alors que Roederer disait ça, au même moment, Chateaubriand publiait l'esprit le génie du christianisme. Le génie du christianisme. Publiait ça. Ouvrage qui a marqué le début du XIXe siècle. Autre citation encore, c'est celle qui vient du Moniteur universel et qui rapporte les consignes que Napoléon avait transmises au grand maître de l'université de l'époque, Louis de Fontane. Sa Majesté, c'était Napoléon, veut un corps dont les doctrines soient à l'abri des petites fièvres à la mode, qui marche toujours quand le gouvernement sommeille, dont l'administration et les statuts deviennent tellement nationaux qu'on ne puisse jamais se déterminer à y porter légèrement la main. Si ces espérances se réalisent, Sa Majesté veut trouver dans ce corps même une garantie contre les théories pernicieuses et subversives de l'ordre social dans un sens ou dans un autre. Donc il a raison de souligner Sa Majesté. On est à quelques encablures du raccourcissement du citoyen Louis XVI et on voit réapparaître en 1801, 2, 3, 4, 5, hein, voilà. Là c'est, je sais pas, c'est les années 1800, hein, Fontane, grand maître de l'université, et on reprend Sa Majesté. Voilà. Donc c'est un indice assez fort du basculement, hein, du basculement de l'opinion chez les puissants. Donc les choses sont claires, le tournant politique et le tournant philosophique, c'est tout pareil, c'est la même chose, c'est la même opération, et l'université est un instrument politique au service de l'ordre bourgeois. Et pour cela, il faut se débarrasser d'une catégorie particulière de doctrinaires, d'idéologues, de philosophes. C'est ceux que l'on a appelés, je viens de prononcer leur mot, les idéologues. Les idéologues, ce sont des philosophes, on pourrait dire des intellectuels organiques, des gens qui se voulaient des intellectuels organiques de la bourgeoisie politiquement aux commandes. Et ils ont été créés par Pierre Royer-Collard et dans les années 1790. Et ils espéraient qu'avec le consulat et l'Empire, leur heure était venue. Eh bien non, parce que les idéologues, la société des idéologues, le mot complet, eh bien, elle n'était pas dans cet axe qui vient d'être décrit, la littérature, etc., etc. Elle était dans l'axe du positivisme, des sciences, etc. Faire la science du social. Hein. Condorcet était leur maître, l'un de leurs principaux maîtres, faire la science du social.
Le premier consul, par exemple, qu'est-ce qu'il disait à Fontane, le grand maître de l'université, au cours d'une réception? Alors il disait ça à Fontane, tout en regardant, non pas Fontane, mais en regardant à l'autre bout de la salle Destu de Tracy, qui était un idéologue patenté. Et il lui disait... Fontane, grand maître de l'université, du positif, du monarchique, pas de billevesée métaphysique, idéologique. Voilà. Les choses étaient dites autour d'un petit verre, quoi. Donc, Haro sur les idéologues, donc, c'est bien clair. Le problème, c'est que au moment où ces propos sont tenus, au début des années 1800, Napoléon n'a pas de philosophie de remplacement. Il ne veut pas des idéologues, mais il ne sait pas quoi mettre à la place. Il ne va trouver l'antidote philosophique aux idéologues qu'un petit peu plus tard, quand même, 10 ans plus tard, en 1811. Il déniche un auteur, Reid, R-E-I-D, un auteur qui, en Écosse, développe une philosophie particulière, le spiritualisme. Et il va organiser l'importation du spiritualisme en France. Comment il va faire? Il va nommer en Sorbonne Royer-Collard, que j'ai cité tout à l'heure, et il va, Royer-Collard, eh bien, se charger d'importer le spiritualisme en France. Et en priorité dans l'université française. Il dit à Talleyrand... Savez-vous qu'il s'élève dans mon université une nouvelle philosophie très curieuse qui pourra bien nous faire honneur et nous débarrasser tout à fait des idéologues en les tuant sur place par le raisonnement. Voilà. Donc, là aussi, c'est un propos clair, net et sans bavure. Et le commentaire de Sèvres est le suivant. Texte du plus haut intérêt qui confirme, une fois de plus, l'intervention délibérée de l'État dans l'orientation de l'enseignement philosophique. Voilà. Donc je reviens sur la thèse que j'avançais au tout début. C'est une naïveté, une erreur complète d'imaginer que le spiritualisme a dominé l'arène philosophique au XIXe siècle parce qu'il se serait imposé par la force des arguments. Ce n'est absolument pas ça. C'est en réalité l'État, la raison d'État qui ont œuvré en coulisses là-dessus. Et Napoléon ne va pas s'arrêter là. Bon, Bonaparte va devenir Napoléon, l'Empire, etc. etc. Sur les idéologues. Comme les idéologues se servent du tribunat, qui est une des institutions politiques de l'Empire, du consulat. Comme ils se servent du tribunat comme d'une tribune, ils se servent du tribunat comme d'une tribune, eh bien, il va supprimer le tribunat. C'est comme si aujourd'hui on supprimait, par exemple, peut-être, pour comparer, sans exagérer, le Conseil économique et social. On le barre de la carte. Hein. C'est même pire que ça. Bah, si je me souviens bien, le tribunat sont des magistrats qui discutent les projets législatifs voilà. du consul, et puis ensuite... Alors il faudrait comparer avec le Conseil d'État, peut-être. Oui, moi je dirais presque le Sénat. Le Sénat, voilà, le Sénat. Donc c'est quand même un geste sacrément lourd, hein, sacrément lourd. Enfin, il fallait quand même le faire. Donc il le supprime. Les idéologues, par ailleurs, règnent sur la classe des sciences morales et politiques de l'Académie. Conclusion, il va supprimer la classe des sciences morales et politiques. Alors, il faut arrêter, je ne vais pas me laisser emmerder par des idéologues. Hein.
Comme la revue des idéologues, la décade philosophique, exerce une grande influence, eh bien, Napoléon va tout faire pour la mener à sa ruine financière, et bien sûr, il va y arriver. Elle va disparaître, la revue. Par ailleurs, les prises de position de Cabanis, qui est l'un des grands idéologues de l'époque, elles vont être durement contestées par commande. Napoléon va commanditer des personnes pour contester ses positions dans le journal des débats. Et un dernier exemple, l'astronome Jérôme Lalande, qui avait le défaut d'être athée, va être réduit au silence. Ce sont des exemples que Sèvres mentionne. Il y en a d'autres. Voilà, ça donne tout de suite une idée de la multiplicité des formes d'intervention dans cette affaire. Voilà pour le consulat et l'Empire. Je passe à la Restauration et à la monarchie de Juillet. Là, nous avons une source intéressante sur laquelle Sèvres s'appuie. C'est un livre de Victor Cousin. Nous allons reparler de Victor Cousin plusieurs fois, qui publie en 1844 « Défense de l'université et de la philosophie ». Et c'est un ouvrage dans lequel il explique, où il commente, il présente et il commente les discours qu'il a prononcés à la Chambre des Pairs en avril-mai 1944 pour défendre sa loi sur l'école. Cousin, dit Sèvres, il défend le spiritualisme universitaire sur une base ouvertement et exclusivement politique, en tant que philosophe d'État au service du libéralisme bourgeois. Se plaçant sous le patronage du consulat, c'est-à-dire, qui dit consulat dit évidemment le premier consul, eh bien, il déclare « Seul un enseignement philosophique spiritualiste peut pénétrer les intelligences et surtout les âmes de ces grandes vérités naturelles, placées bien au-dessus de tous les systèmes, qui n'appartiennent à aucune école, mais au sens commun, et qui composent en quelque sorte le patrimoine de la maison humaine. Vérités dans lesquelles il n'y a aucune religion révélée possible, ni aucune société, quelle qu'elle soit, monarchique ou républicaine. Parce que, sans elle, il ne peut y avoir de véritable morale, ni publique, ni privée. Donc tout y passe, la morale, etc., la raison universelle, etc., etc. Plus loin, il présente les vérités du spiritualisme comme indubitables, bien évidemment, et propres à préserver les cadres de la nation du matérialisme. Mot que je n'avais pas encore prononcé, mais vous allez voir, il va revenir à plusieurs reprises. L'une des cibles du spiritualisme et des spiritualistes, c'est aussi, bien sûr, le matérialisme. Alors, à la Chambre des Pairs, donc Cousin plaide sa loi, et il y a un député de son banc qui lui lance « philosophie d'État ». Philosophie d'État, lui lance le député. Ça n'effraie pas Cousin, voici ce qu'il lui répond. Nous avons demandé qu'on donne des preuves de l'existence de Dieu, de la spiritualité, de l'immortalité de l'âme. C'est supposé, j'en conviens, qu'il existe de telles preuves. Ce n'est peut-être pas respecter assez la liberté des opinions, et ici, nous nous livrons à toute la sévérité, à toute élégance de M. Barthes. Qui est le député interpellateur. Bon, allez, arrêtez de... Donc, sous la monarchie de Juillet, comme sous le consulat d'ailleurs, hein, on l'a vu, il y a des vérités philosophiques d'État, tout simplement. Cousin n'a que faire de la liberté d'opinion philosophique dans l'université, c'est le sens, c'est ce qu'on peut faire dire à sa réponse.
Et les doctrines ne valent que par leur utilité politique. 1848, troisième station. 1848, après les journées de juin 1848, Cavaignac, qui est arrivé aux commandes, aux affaires, convoque le président de l'Académie, M. Charles Dupin. On s'en fiche un peu hein, que c'était Charles Dupin, je le reconnais. Et il lui charge de transmettre ses souhaits, les souhaits de Cavaignac, de transmettre ses souhaits à ses collègues. Le chef du pouvoir exécutif a demandé que l'Académie concourût à la défense des principes sociaux attaqués par les publications de tout genre. Persuadé qu'il ne suffisait pas de rétablir l'ordre matériel au moyen de la force, si l'on ne rétablissait pas l'ordre moral au moyen d'idées vraies, il regarde comme nécessaire de pacifier les esprits en les éclairant. Il a dès lors pensé que l'Académie pourrait participer à une œuvre aussi utile et seconder les efforts du gouvernement en mettant la science au service de la société et de la civilisation. Voilà. Bien sûr, l'Académie et au sein de l'Académie, Victor Cousin, que j'évoquais il y a un instant, vont accepter la mission avec empressement. Empressement, c'est le mot de Dupin. C'est le mot de Charles Dupin. Et pour montrer son engagement, Victor Cousin rédige dans les semaines ou les mois qui viennent, qui suivent, un petit opuscule intitulé « Justice et vérité ». C'est le genre d'opuscule qui va connaître un grand nombre de tirages tout au long du XIXe siècle. Il y en aura beaucoup d'autres du même genre. Ce sont des petits opuscules pédagogiques, doctrinaires, qui expliquent les vérités du spiritualisme, les thèses du spiritualisme, comment il faut penser, etc. Et donc ce sont des ouvrages qui vont être abondamment utilisés par les professeurs d'université, lus par les étudiants, etc., etc. Alors, exemple, des sentiments de patience, de douceur et de bon espoir, d'humilité devant Dieu, de charité envers les hommes, sentiments faute desquels un grand mal serait à craindre dans la société, qui déjà l'a vu éclater dans son sein par de terribles symptômes. Voilà les sentiments qu'il faut cultiver. Donc, voilà pour 1848. Vous voyez, je vais vite, hein, je vais avec des bottes de 7 lieues. Le Second Empire. Dès l'installation du Second Empire, le ministre de l'Instruction publique, Fortoul, donne le ton. Il supprime la classe de philosophie en avril 1852. À ses yeux, dit Sèvres, il n'est de bon enseignement spiritualiste que celui que dispensent dans les séminaires les prêtres catholiques. Voilà. De l'enseignement philosophique, il va subsister quand même quelque chose, la classe de logique. La classe de logique, mais dont l'enseignement devait se tenir à bonne distance, je cite, des spéculations vaines. Et devait faire entrevoir le plan invisible et immuable de sagesse divine. Par ailleurs, on ajouta des conférences sur la religion et la morale dont les évêques diocésains furent chargés d'établir le programme. Vous voyez la confusion. Mais enfin, on était sous le... Je ne l'ai pas dit ça, mais on était sous le concordat. Hein, bien entendu. Napoléon et le concordat. Donc voilà, spiritualisme d'État encore et toujours. 10 ans plus tard, donc Second Empire, 10 ans plus tard, là nous étions en 1852, 10 ans plus tard, en 1863, un autre ministre de l'Instruction publique, Victor Duruy, va restaurer la classe de philosophie. Et il va s'en suivre une légende selon laquelle Victor Duruy aurait été le fondateur de l'enseignement de la philosophie en France et d'une philosophie indépendante du pouvoir politique.
Et nous allons voir que non, que c'est une légende et qu'au contraire, Duruy est emblématique du dirigisme d'État en matière d'idées philosophiques. C'est que la suppression de la classe de philo par Fortoul en 1952 a en réalité, par sa brutalité, sa soudaineté, elle a fait le lit des idées avancées qui ont dû trouver d'autres lieux pour prospérer et qui ont cherché des lieux pour prospérer, qui les ont trouvés. Par exemple, voici ce que dit le Moniteur universel. Il dit, il a déjà été cité, hein, le Moniteur universel, il dit cela en 1868. C'est en 10 ans, une élite de 10 000 jeunes gens qui, à leur entrée dans la vie, se sont trouvés sans idées philosophiques, sans arguments éprouvés, sans connaissances sérieuses. Par conséquent, sans armes en présence des doctrines négatives qui éblouissaient leur esprit en se montrant comme les suites nécessaires des conquêtes de la science. La véritable cause du progrès des doctrines négatives dans une partie de la jeunesse a donc été l'amoindrissement de l'enseignement philosophique dans nos lycées. Les études philosophiques de nos lycées sont le meilleur remède au matérialisme. Que les choses soient bien claires, dit Sèvres. Oui, ce que Duruy et la bourgeoisie libérale entendent par enseignement philosophique, c'est l'endoctrinement spiritualiste. C'est la lutte contre les idées avancées. Vous voyez le lien qui est fait entre la science et les idées négatives, les idées pernicieuses, idées négatives, la science, etc. Le lien qui était fait dans la citation du Moniteur universel. Les intentions de Fortoul en 1852 n'étaient pas en cause. Il a cru bien faire, Fortoul, en 1852. À l'époque, elle pouvait même être considérée comme excellente, du point de vue de la bourgeoisie, j'entends, bien sûr. Mais bon, les résultats n'ont pas été au rendez-vous. Les conséquences, elles ont été ce qu'elles ont été. Elles ont été imprévues, mais elles ont été ce qu'elles ont été. Et Duruy parle très bien de tout cela. Messieurs, il est une doctrine avec laquelle l'université ne peut pas vivre. C'est le matérialisme. Il en est une autre sans laquelle l'université ne saurait exister. C'est le spiritualisme. Dès mon entrée au ministère, je préparais la restauration d'un véritable enseignement de la philosophie, c'est-à-dire le spiritualisme. Voilà. Là, vous avez une excellente mise en perspective, en condition. Hein. Le climat est vraiment bien, je trouve, bien indiqué par ce genre de citation. Donc, de fait, l'enseignement de la morale, dont le programme a été défini par une commission présidée par l'archevêque de Paris, mentionne explicitement les devoirs envers Dieu, et par ailleurs, vous pouvez vous en douter, la répression des idées avancées, eh bien, elle bat son plein, et l'Église affiche sa satisfaction sans mélange. Cela va de soi. Donc, voilà pour le Second Empire. Pour le Second Empire, je passe maintenant à Jules Ferry. Jules Ferry. Vous allez peut-être me dire, là, avec Jules Ferry, l'approche de Sèvres, peut-être, va montrer ses limites. Parce que quand même, Jules Ferry, ce gentil Jules Ferry. Eh bien, vous allez voir. On peut dire, il faut concéder quelque chose. Il faut concéder quelque chose. On ne trouve pas dans la bouche de Jules Ferry le même type de propos que ceux que nous venons de voir. C'est vrai, Jules Ferry ne s'exprime pas comme Fortoul, comme Duruy, etc. Hein, cette espèce de naïveté surréaliste là, qui sort, ce fleuve de vérité qui sort de la bouche de ces gens-là. Non.
Mais Sèvres explique. L'essor des forces démocratiques et du mouvement socialiste, l'audience croissante de la pensée scientifique et de la philosophie matérialiste rendent de plus en plus difficile pour l'État bourgeois le maintien rigide du monopole spiritualiste dans l'université, qui s'ouvre irrésistiblement à des idées nouvelles. Alors, il faut dire là, il faut signaler Saint-Simon, Durkheim, etc., etc. Il y en a plein, je suis sûr que j'en oublie plein. Donc il y a, on voit apparaître la sociologie, carrément, une nouvelle discipline se crée sous les yeux des contemporains, là. Jules Ferry, lui, il ne peut pas l'ignorer, cette discipline. Elle a même droit à des articles dans le dictionnaire, elle va avoir droit à des articles dans le dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire de Ferdinand Buisson, dans les années 1877-78, et puis dans la deuxième édition en 1911. Donc là, la sociologie, elle est bien installée, et par ailleurs, les idées laïques ont également progressé, y compris d'ailleurs chez les dirigeants républicains, chez les propres dirigeants républicains du parti de Jules Ferry. Mais Jules Ferry déclare devant le Sénat le 31 mai 1833, voici ce qu'il dit. « Nous avons promis la neutralité religieuse. Nous n'avons pas promis la neutralité philosophique, pas plus que la neutralité politique. » 3 ans plus tôt, il avait été encore un petit peu plus clair, si c'était possible, en déclarant devant le Sénat « Il y a 2 choses dans lesquelles l'État enseignant et surveillant ne peut pas être indifférent. C'est la morale et la politique, car en morale, comme en politique, l'État est chez lui, c'est son domaine, et par conséquent, sa responsabilité. » Fin 1880, dans la même veine, à la Chambre. Non seulement la société n'a aucun intérêt à ce que les solutions métaphysiques soient écartées de l'enseignement des écoles, mais je dis qu'elle a un avantage manifeste à ce que les notions morales, les notions de philosophie morale, soit au degré primaire, soit au degré secondaire de l'enseignement public, ne puissent être séparées de ces notions métaphysiques. Il faut bien prendre garde, en poussant trop loin les conséquences des principes que nous avons posés, de vouloir à toute force et sans aucune utilité séparer l'enseignement moral de toute notion dogmatique sur l'origine et la fin des choses. Quant à moi, j'estime que tous les réconforts, tous les appuis qui peuvent fortifier l'enseignement moral, qu'ils viennent des croyances idéalistes, spiritualistes, théologiques même, tous ces appuis sont bons. Voilà. Et je vous rappelle les citations de Jules Ferry pour l'école. Vous vous souvenez quand il dit attention, si nous ne créons pas notre propre école républicaine, école du peuple, c'est ainsi qu'elle va être appelée, il y en a d'autres qui vont le faire. Et qui ça sera, dit Jules Ferry, il le dit mieux que ce que je suis en train de le faire, qui ça sera, et ce sera ces révolutionnaires communards là, qui se sont illustrés pendant la Commune de Paris. Il le dit tel quel, et il donne les dates du 28 mars ou au 28 avril, enfin un truc dans ce goût-là. Hein, c'est 2 mois, hein, de mars à avril. Et il le dit tel quel. Il le dit attention, et je pense qu'il prononce le mot communisme dans la foulée. Hein. Donc c'est le même Jules Ferry qui s'exprime. Donc peu importe la philosophie en elle-même, peu importe la philosophie, c'est ce qu'il dit, tous les concours sont bons, idéalistes, spiritualistes, théologiques même, ce sont ses conséquences pratiques, morales, politiques, qui importent.
C'est ça qui est important. Avec Ferry, bien sûr que le spiritualisme s'est déconfessionnalisé, mais il subsiste comme doctrine d'État. Les idées avancées, elles ont considérablement progressé, Durkheim, Saint-Simon, etc., Littré aussi, qui me revient à l'instant, elles ont considérablement avancé au cours du XIXe siècle et leur répression ne peut plus être la même. Parce qu'elles ont aussi avancé au sein de l'université, elle ne peut plus être la même. Mais le principe spiritualiste est toujours posé comme tel, comme postulat philosophique. Et avec lui, la préoccupation de l'ordre moral. Avançons, nous allons faire un saut d'une trentaine d'années, 30-35 ans, Anatole de Monzie. Il y a des écoles qui portent le nom d'Anatole de Monzie. Anatole de Monzie fait un bref passage au ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts en 1925. Il n'y reste pas très longtemps, quelques mois. En 1925. Et en si peu de temps, il trouve le temps de publier des instructions sur l'enseignement de la philosophie. Bon. De Monzie commence par dire que les professeurs se sont vus reconnaître depuis longtemps la liberté d'opinion, et il ajoute aussitôt, ne craignant pas la contradiction évidente, qu'ils ne doivent pas apprendre à la jeunesse les idées extrêmes. Là, les idées négatives sont devenues des idées extrêmes, question de goût, et ne doivent pas apprendre non plus les doctrines qui la frappent par leur nouveauté et leur caractère tranchant, ni se laisser séduire par elles. Après quoi, de Monzie indique ce qu'il faut faire. Il y a sans doute une forme de métaphysique surannée et peut-être verbale qui n'est pas à encourager, surtout auprès des jeunes esprits. Certains professeurs envisagent sous cet angle cette partie du cours peuvent être naturellement tentés de lui accorder qu'un intérêt tout historique et rétrospectif. Mais nous ne sommes plus au temps où une antithèse aiguë et radicale était établie entre la métaphysique et la science positive. Elles nous paraissent beaucoup plus tôt s'être rapprochées. Le philosophe n'est pas étranger à la science, ni défiant à son égard, et les savants, en raison même des progrès récents, ont acquis en général un sentiment plus net et plus vif que leur science, au moment où, sans avoir touché sa borne, elle est obligée de s'arrêter, susciter des questions que, si l'observation ni la démonstration rigoureuse ne peuvent résoudre, et qui pourtant s'imposent à l'esprit. La métaphysique peut donc et doit donc par suite être abordée dans un esprit parfaitement harmonique, sinon identique, à celui de la science. Voilà. Moi j'appelle ça marcher en crabe. Le ministre ne peut plus demander l'enseignement comme ça frontalement. Il ne peut pas demander l'enseignement des vérités du spiritualisme. Ce n'est plus l'époque, 1925. On est encore 30-40 ans après les grands sociologues, etc. Non, il ne peut plus demander ça. Et il les qualifie même de surannés, ce qui n'est quand même pas rien. Mais il demande qu'elles soient présentées comme harmoniques, c'est son terme, avec les vérités de la science. Voilà, ce qu'il demande, donc c'est... on ne sait pas trop exactement comment, je ne sais pas comment on peut faire, mais peut-être que les instructions sur l'enseignement de la philosophie étaient précieuses pour savoir comment il fallait faire. Bon, vous voyez, les choses changent au fil des décennies. Et j'en arrive à la 7e station, il n'y en a pas 12, hein. Je m'excuse. Il y en a que 7. Alors la 7e station, c'est Michel Debré.
en 1957, un peu avant la Ve République, alors qu'il n'est évidemment pas encore ministre du général de Gaulle, il publie « Ces princes qui nous gouvernent ». C'est bien oublié, un ouvrage comme celui-là, bien sûr. « Ces princes qui nous gouvernent ». Encore une lecture instructive, vous allez voir. Debray fustige les doctrines négatives. Il y a longtemps qu'on ne les avait pas vues, celles-là, les doctrines négatives, déjà rencontrées au cours de notre parcours. Et lui aussi, il insiste, bien entendu, sur le côté moral et politique de l'enseignement. Concentrant son attention sur l'instruction morale et civique, il affirme qu'elle est une obligation de l'enseignement. Tous les hommes d'État, tous les fondateurs de l'université ont eu claire conscience de cette vérité. L'école républicaine a été créée et développée à la fin du XIXe siècle par et pour le patriotisme. Où en sommes-nous? La morale est devenue article de philosophie, le civisme a été orienté vers l'enseignement rare et médiocre du mécanisme de nos institutions. Aucune part au réel, aucune part à l'idéal. Quant à la patrie, elle est supposée connue, aimée, servie. Il n'en est plus guère parlé. Un esprit idéologique et souvent partisan a remplacé l'esprit national. Heureux quand l'orientation de l'enseignement public n'est pas pire encore. Une nation ne peut pas vivre avec une organisation amorale et apatride d'enseignement. Commentaire de Sèvres. Ne croirait-on pas l'ombre du général Bonaparte donnant ses instructions à l'ombre des fontanes du monarchique papilvesé idéologique? Vous vous souvenez de cette citation de Bonaparte tout à l'heure. Pour Debray, l'enseignement doit défendre les bases de la société, bourgeoise bien sûr, mais il dit cela plus joliment que moi, bien sûr, qui suis un... L'enseignement philosophique a la mission patriotique de concourir à la défense des principes sociaux et de mettre la science au service de la société. Voilà, pour la théorie, à l'époque de Debray, à l'époque, je simplifie un tout petit peu, à l'époque de la Ve République, j'anticipe de juste quelques années. Mais la pratique, elle est à l'unisson, après la théorie, la pratique. Au cours des mêmes années, Jean Guiton, cet homme, ça vous dit quelque chose sans doute, hein, un petit peu. Jean Guiton, qui fut théoricien et praticien du pétainisme, ne l'oublions pas, peut-être que tu en as le souvenir, eh bien, il est élu à l'Académie française. Voilà. Je serais curieux de voir ce qui a été dit à cette époque-là. Ça soulevait quand même une polémique. Ah, ça a soulevé une polémique, c'est pour ça que je me tourne vers toi. Oui. D'accord. D'autant plus qu'à l'époque, il ne faut pas l'oublier, c'était le début de la guerre de libération d'Algérie. Eh bien oui, en plus. Et on venait de vivre l'Indochine. Ouais. Donc il y avait une résonance quand on parlait de nation, de liberté pour les peuples, faire décider leur sort, etc. Donc, ça a quand même eu... D'accord. Même dans l'enseignement, pour ceux qui étaient comme des instituteurs et tout ça, ça a eu une résonance. D'accord. D'accord. L'Académie française, donc la même Académie française, dans ces mêmes années, elle attribue son prix annuel au thomiste Jacques Maritain. Thomiste, T-H-O-M-I-S-T-E, Saint Thomas d'Aquin. Jacques Maritain, bon, pareil, on va dire un idéologue de l'époque, qui est donc un thomiste, et l'Académie française lui attribue son prix. Et Saint-Augustin, pour ce qui le concerne, eh bien, il est mis au programme des classes de philo. Donc, encore une fois, le spiritualisme ne désarme pas. Ne désarme pas. Voilà, pour ce parcours, commencé avec Bonaparte, Napoléon, et qui s'est poursuivi jusqu'à Michel Debray, cette étape.
je vois bien, je concède que ça a pu avoir un petit côté de répétition, bien entendu, puisqu'à chaque étape, finalement, on a conclu à peu près la même chose. Hein. Spiritualisme encore et toujours, et avec toutes les citations que nous avons débusquées. Mais bon, c'est comme pour l'école de l'autre fois, ces citations, elles font office de preuve. Si nous n'avions pas recours à ces citations, je ne suis pas sûr que notre discours serait aussi crédible, dans la mesure où là, on abat des idoles. Bon, c'est surtout Jules Ferry qui est visé, là. Hein. Les autres, ils sont il y a bien longtemps... bon, mais c'est intéressant. Disons que je relativise. C'est surtout dans notre société d'aujourd'hui, Jules Ferry qui continue de faire l'objet d'un culte. Hein. Les autres, il y a bien longtemps que leur culte est éteint, est vraiment éteint. Mais Jules Ferry, non. Hein, pas du tout. Les idées négatives, les termes reviennent en permanence. Hein, les polémiques vaines, les spéculations vaines, etc., etc., etc. Bref, le cap idéologique a été inchangé, c'est-à-dire le spiritualisme. La question qui demeure, elle est la suivante. Jusqu'à présent, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes allés chercher des gens, des hommes politiques, qui de l'extérieur du système universitaire indiquaient leurs orientations, leurs souhaits, leurs désirs. Qu'est-ce que cela donnerait si on entrait un petit peu on commençait à entrer dans le système? Non pas encore dans la classe, ça ce sera dans 15 jours, la conférence suivante. Non pas encore dans la classe, ou bien dans les manuels, dans la philosophie elle-même, c'est la prochaine fois. Mais pour aujourd'hui, faisons un pas de plus. Et ce pas de plus, ce serait, disons, de rentrer dans l'institution elle-même. Et là, eh bien, nous pouvons examiner deux choses en particulier. La première chose, c'est la question des auteurs à étudier. Vous savez sans doute ça, je suppose, le ministère de l'Instruction publique publiait de temps en temps une liste des auteurs à étudier. Ce sont des choses qui existent encore aujourd'hui, qui ne font pas vraiment polémique d'ailleurs, pas vraiment. Hein. J'ai rarement vu des grosses polémiques là-dessus. Bien sûr, on peut toujours chipoter, chicaner hein, sur la liste précise, bien entendu. Mais bon, le principe, la liste des auteurs à étudier. Et puis, il y a autre chose qu'on peut regarder, c'est les sujets de thèse. Ça, c'est extraordinaire. Moi, je suis les sujets de thèse dans le domaine qui est le mien. Hein, tous les mois, je reçois toutes les thèses déposées ou soutenues. Ah, je vais vous dire, on se marre. Hein, on se marre. Parce que, ben oui, parce que vous avez plein de thèses sur, comment dire, je vais être limite, mais qui sodomisent les anophèles. Tu fantasmes. Vous en avez, et on cherche quand même les thèses qui creusent les questions chaudes que nous évoquons dans notre séminaire. Bon, la liste des auteurs à étudier. Prenons la liste des auteurs à étudier en classe de philosophie au lycée. Victor Cousin en parle en ces termes en 1844
devant la Chambre des Pairs, lieu très officiel. Dans la liste, cette liste, messieurs, daignez, voilà ce qu'il dit, excusez-moi. Cette liste, messieurs, daignez en croire mon expérience, agit plus profondément sur l'enseignement que le programme des questions. Voilà. Je ne suis pas mon texte, encore une fois. Et dans la liste de 1800, tu trouves encore autre chose. Tu trouves Platon quand même. Hein. Platon, Aristote, Descartes, Arnaud, Malebranche, Fénon, Bossuet, Le Père Buffier, Clarke, Leibniz, Locke et Reid. Pas un seul matérialiste. Pas un seul philosophe des grands philosophes français du XVIIIe siècle. Voilà. Bon, je vais essayer de suivre mon texte d'un peu plus près. Sous le Second Empire, il va y avoir des évolutions. Locke et Reid sortent de la liste. Reid, j'ai prononcé son nom 2 ou 3 fois. C'est l'Écossais dont la philosophie spiritualiste a été importée en France à la demande de Napoléon. R-E-I-D. Et quand ces gens-là vont sortir, eh bien c'est Cicéron, Saint-Augustin et Pascal qui vont rentrer dans la liste des auteurs à étudier. Ce n'est qu'en 1890 que Bossuet et Fénelon sortent de la liste, quand même, XVIIe siècle, et que Lucrèce et Condillac y entrent. Il était temps, Lucrèce et Condillac. Au moment où Sèvres écrit, donc en 1962, aucun des grands auteurs matérialistes et athées du XVIIIe, Diderot par exemple, aucun n'a encore jamais figuré dans cette liste des auteurs à étudier. Par contre, et là c'est évidemment, on sent le contexte d'après-guerre, par contre, le manifeste du Parti communiste et l'idéologie allemande de Marx et Engels, eh bien, font leur entrée dans la liste. Ils en sortiront plus tard, mais après la guerre, évidemment, le Parti communiste fait 30% des voix, et là, il y a quelqu'un quelque part qui s'est dit qu'il fallait faire un geste. Voilà pour la liste des auteurs à étudier. Ça mériterait, un sujet comme celui-là, d'être de nouveau pris à bras-le-corps. Je ne sais pas ce que ça donnerait aujourd'hui. C'est une question. C'est une question. Les sujets de thèse. Bon là, les listes que je pourrais fournir sont infinies. Ce n'est pas possible, mais surtout qu'on dispose d'une enquête qui a été commanditée par Victor Duruy, le ministre de l'Instruction publique du Second Empire. Et cette enquête, elle a porté, excusez du peu, sur les années 1808-1868, 60 ans. Et là, c'est extrêmement intéressant pour nous, parce qu'on voit, disons, une très grande partie du XIXe siècle. Jusqu'en 1816, l'influence de Condillac, l'horrible Condillac, est encore puissante. Mais à partir de 1820, déjà, en quelques années, les doctrines spiritualistes règnent sans partage. Dès 1810, donc un petit peu avant de ce que je dis, les sujets de thèse les plus courants sont les suivants. De l'existence de Dieu. Commençons par le commencement. Des conséquences fatales de l'athéisme, bien sûr, de la liberté morale, de la distinction du bien et du mal, réfutation du principe de l'intérêt comme base de la morale, condamnation du suicide et du duel, des devoirs de l'homme, de la nature des idées. Et après 1820, alors là, il s'en donne à cœur joie, réfutation du système de Locke, de Condillac, d'Helvétius,
Locke, Condillac, Helvétius, ce sont des stars hein, des Lumières, des Lumières radicales. De la spiritualité et de l'immortalité de l'âme, ben oui, bien sûr, et à partir de 1830, dans les sujets de thèse, le spiritualisme est encore plus dominant. Cette domination est encore plus éclatante. Les grands noms de la philosophie ancienne et moderne, les plus illustres pères de l'Église, les scolastiques les plus célèbres, sont à l'honneur. Dans aucune de ces thèses, sans exception, on ne trouverait la trace des erreurs contemporaines. Ça, c'est Victor Duruy. Hein. Et pour Sèvres, on saisit là le passage de l'extérieur à l'intérieur, la transmutation de la volonté agissante de l'État en un mouvement des idées philosophiques, un observateur extérieur superficiel pourrait croire spontané, autonome, indépendant. Voilà. Alors, on pourrait s'imaginer que tout ça, les sujets de thèse, ça vient des étudiants, ça vient des professeurs, etc. Mais la détermination du dedans par le dehors peut prendre d'autres formes que celles que nous venons d'envisager. Il faut aussi regarder comment les hommes et les femmes, leurs œuvres et leurs idées sont sélectionnés par le système. On arrive là à un niveau encore un petit peu plus fin et complexe que celui des auteurs à étudier ou bien que celui des sujets de thèse. Et ça, c'est un troisième exemple que nous allons vous proposer. C'est le cas Octave Hamelin. Octave Hamelin, professeur agrégé de philosophie, inconnu de son vivant, il a enseigné et voilà, il a dérangé personne, il a enseigné, il était inconnu de son vivant, il n'était pas, on dirait aujourd'hui, il n'était pas médiatisé, c'est pas un mot de l'époque. Hein. Bon, voilà. Et vers la fin de sa vie, en 1907, il publie l'essai sur les éléments principaux de la représentation, qui va laisser tout le monde de marbre en 1907, quand cet ouvrage va sortir des presses. Personne ne le remarque. Il est presque ignoré. Il y développe une thèse sur la dialectique de la complémentarité qui l'oppose à la dialectique de la contradiction. Voilà, je n'en dis pas plus sur son travail. À l'époque, de toute façon, la dialectique, ça n'intéresse personne. Bien. Sauf que, entre les deux guerres, entre la première et la deuxième guerre, les choses vont changer. Il va y avoir la révolution russe, d'abord. Et puis il va y avoir le mouvement communiste qui va se brancher sur la révolution russe. Et cela va mettre à l'ordre du jour le matérialisme historique et le matérialisme dialectique. Et là, il va falloir que des gens s'y collent à ces sujets-là. Il va falloir rentrer dedans. Et on va ressortir de la poussière l'ouvrage d'Octave Hamelin. On va commencer à le commenter. Le matérialisme historique et dialectique va commencer à venir à l'ordre du jour. On va voir que l'ouvrage de Hamelin charrie, et ça ce n'est pas pour déplaire aux puissants, charrie des éléments qui sont issus du kantisme, pas grave, qui sont issus du positivisme, pas grave, du spiritualisme, pas grave du tout, et de Charles Renouvier, pas de souci non plus. Et donc, on va le sortir, et le livre va commencer à se vendre, on va s'y référer. Lavelle et Le Seine, peut-être pas connus, donc un peu oubliés, ce sont des philosophes de l'époque qui créent philosophie de l'esprit. C'est un mouvement philosophique, philosophie de l'esprit. Eh bien, Lavenne et Le Seine vont recommander cet ouvrage de Hamelin. Bref, Hamelin est sorti de l'oubli.
Alors, je signale, là, j'ajoute quelque chose que j'ai déjà dit, que je redis aujourd'hui. Dans la trace écrite, là, j'ai prononcé des noms. Lavenne, Le Seine, et puis d'autres encore, hein, une tatouille de noms. Dans la trace écrite, vous avez à l'énoncé de ces noms des références qui vous donnent des liens vers des fiches sur ces personnages-là. Voilà. Souvent, 9 fois sur 10, ce sont des fiches Wikipédia sur Lavelle, sur Le Seine, et ainsi de suite. Hein. Donc vous pouvez, si vous souhaitez des compléments, bien entendu, sur votre ordinateur, pas sur le fichier que vous auriez imprimé, mais sur l'écran de votre ordinateur, vous pouvez cliquer sur la référence qui est accolée au nom propre, et vous aurez accès immédiatement sur Internet à la fiche. Alors, que dit Sèvres de cette résurrection de Hamelin qui sort de l'oubli? La dialectique amélinienne est promue au rang de méthode d'un spiritualisme œcuménique qui proclame avec défi à l'adresse du marxisme et moi aussi j'ai ma dialectique. Voilà. Ça, c'est une anecdote qui fait dire à Sèvres qu'il y a l'histoire de la philosophie, c'est quelque chose que nous connaissons bien et que nous apprécions aussi, hein, c'est intéressant, mais Sèvres dit il faudrait aussi faire l'histoire de la philosophie, pour voir comment la réception des philosophes peut changer d'une période à l'autre. L'enquête de Sèvres montre que la bourgeoisie au pouvoir produit des idées spiritualistes dans la tête des philosophes, puis sélectionne les idées que lui réfléchissent les philosophes spiritualistes. Et elle montre aussi que tant que le système ne rencontre pas d'obstacles véritablement majeurs, comme cela s'est en somme produit jusqu'à la Première Guerre mondiale, il s'évanouit en tant que système pour le philosophe bourgeois et le cours spiritualiste que suit sa réflexion personnelle lui paraît résulter de tout ce qu'on voudra, sauf de la volonté de la classe dirigeante. Voilà. Autrement dit, là où, nous l'avons vu, là où l'extériorité règne en maître, le poids de la société, si vous voulez, là où l'extériorité règne en maître, eh bien, les acteurs finissent par ne plus voir que de l'intériorité. Le résultat de leur action à eux, à l'intérieur du système. Alors que c'est plutôt le résultat de l'action d'acteurs extérieurs, l'État au premier chef, qu'il faut voir. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout indifférent, parce que si vous voyez de l'intériorité partout, eh bien, de l'intériorité au don, il y a un écart faible. C'est vite fait de passer de l'un à l'autre. La théorie des dons, c'est-à-dire des individus qui sont faits pour ceci, faits pour cela, etc., comme on peut le voir dans le système de l'université au XIXe siècle. Donc, ces gens-là, les professeurs de philosophie, les acteurs de l'université de l'époque, qui sont issus, il faut aussi le dire ça, le mentionner, qui sont issus dans leur immense majorité de la classe des propriétaires, et principalement les propriétaires terriens. Nous sommes au XIXe siècle. Propriétaires terriens. Ces gens-là, ils n'obéissent pas à l'État bourgeois, ils sont d'accord avec lui. Ils sont d'accord. Ils n'ont pas le sentiment d'obéir à l'État bourgeois, ils sont d'accord. Et c'est aussi ce qui, selon Sèvres, explique que jusqu'à un certain point... Ce sont les philosophes spiritualistes eux-mêmes qui suggèrent au pouvoir bourgeois les mesures à prendre en matière philosophique.
Un exemple. Helmut. S'il te plaît, en quoi consiste la théorie du don? Théorie du don. Ça consiste à dire que les individus ne naissent pas égaux en capacité et qu'ils sont préformés, prédestinés à des études, à des fonctions, à des rôles sociaux, etc. Sèvres a publié, je le disais au début, un libelle, une brochure, un libelle saignant sur cette histoire-là, Ah oui. sur la théorie des dons. Donc, c'est une théorie qui a pour elle l'avantage de l'évidence. Parce que oui, bien sûr, nous sommes tous différents. Hein, nous sommes tous différents et nous avons beaucoup de mal à croire qu'on pourrait tous poursuivre les mêmes études. On a beaucoup de mal à croire ça. Et pourtant, on pourrait, avec des moyens différents, parce que l'éducation nationale, elle plaque un système éducatif, et il faut que les élèves s'y conforment. Celui qui a une intelligence qui ne se soumet pas à ça, eh bien, lui passe à côté de la plaque, et il se trouve, peu à peu, il se trouve... Prenons un exemple extrêmement large et vaste. Le taux d'accès au niveau du baccalauréat en France. Bon. Beaucoup d'entre nous, j'espère que je ne vais choquer personne. Si, je vais en choquer plus d'un ou plus d'une. Mais presque, j'ai dit beaucoup d'entre nous, ça n'engage à rien. Beaucoup d'entre nous, quand nous avions 20 ans, le taux d'accès au niveau du bac était de 5% en France. Quand on avait 18 ans, voire 17. Pas 20. On ne le passait pas à 20 à cet âge-là. Non. Donc, on le passait à 17-18 ans. voilà. Il était de 5%. Voilà. Eh oui. Et aujourd'hui, il est de 80%. Oh oui, mais alors le niveau. Alors, je m'attendais à cette réflexion. Évidemment. Presque Non, pour le pas niveau- contrarier les élèves. Le niveau, il a changé. Il a évolué. Il a évolué. C'est sûr, il ne faut pas contrarier. Non, il a évolué. Puis surtout les parents qui sont derrière. Non, c'était la sélection, elle a changé de niveau. J'aurais pas dû lancer cette discussion. Non, mais on regarde. Il a évolué, mais je prends un autre exemple, et tant pis si je m'en ferre. Allons-y. Allons-y. Courage. Ouais, courage, merci Helmut. Allons-y. Je prends un autre exemple. Dans les années 1980, j'étais inspecteur de l'éducation nationale, j'étais inspecteur de base, si vous voulez. J'étais nommé dans une inspection académique et je m'occupais du second degré, les collèges, les lycées professionnels, les lycées techniques, les lycées. Et c'était les années où ont été créés le baccalauréat professionnel. Ça vous dit quelque chose? Mais oui, il pouvait rentrer dans la vie active après le bac. C'est ça. Alors, Il pouvait soit continuer. Alors, le baccalauréat professionnel, c'était quoi? 2 années d'études après le BEP, brevet d'études professionnelles. Le brevet d'études professionnelles, c'était quoi? C'était 2 années d'études après le baccalauréat des collèges, après la troisième. Après la troisième. Ah, d'accord. Donc, vous voyez le truc, le collège, 6, 5, 4, 3, le collège. Après le collège, bien entendu, il y avait tous ceux qui allaient au lycée. Bien sûr, vers bac direct en 3 ans. Ok? Ouais. Bien, en théorie, 3 ans. Et il y avait ceux
qui n'allaient pas au lycée, mais qui allaient au lycée professionnel préparer un BEP en 2 ans, brevet d'études professionnelles. Bien. Alors, moi, ces questions-là, à l'époque, en tant qu'inspecteur, je les remuais en long, en large et en travers, et je ne vous dis pas les discours que j'entendais. Ah non, celui-là, non, pas le bac. Hein. Ah non, pitié, brevet d'études professionnelles. Bon. Voilà, pitié. C'était les mots que les chefs d'établissement prononçaient devant moi. Hein. Bon, ils allaient en BEP. Arrive ce fameux bac pro. 2 ans d'études après le BEP. Pour arriver à un bac pro, donc, un niveau bac. Ah, alors il a fallu trouver en fin de 2e année de BEP des élèves aptes à poursuivre en bac pro. Là, d'un seul coup, toutes les tâches que la Terre avait portées étaient devenues beaucoup plus futées, beaucoup plus intelligentes. Et oui, parce que quand même, dans un lycée professionnel où vous aviez des sections de BEP, et vous pouviez aussi avoir des sections de bac pro. Ah, alors moi aussi, moi je veux ma section de bac pro. Ah mais j'ai plein d'élèves de BEP qui sont bons pour le bac pro. Et donc, je vous la raconte avec ce ton un peu amusé, mais redevenons sérieux. Au fil des ans, des tas d'élèves qui étaient des nuls de chez nuls sont devenus bons pour le bac pro. L'évolution darwinienne. L'évolution darwinienne. Et non seulement ils sont devenus bons pour le bac pro, mais les années passant, ils sont devenus bons aussi pour le BTS. Ça, vous connaissez. J'ai vu, moi, des dizaines et des dizaines de titulaires du bac pro entrer en BTS. J'en ai vu qui se vautraient carrément. Soyons honnêtes, hein. J'en ai vu, c'était pas une réussite. Mais j'en ai vu aussi les plus nombreux qui réussissaient. Alors, tout ça pour vous dire que l'échec, la réussite, c'est une construction sociale. Ne rapportons pas aux individus, sous ce vocable de don, ce sont des véritables conneries tout ça, hein. Ne rapportons pas aux individus des choses qui reviennent à la société. C'est la société qui construit l'échec et la réussite. Moi, je l'ai vu de mes yeux vus. Hein, je l'ai vu de mes yeux vus. Quand j'ai commencé... on a vu l'exemple avec le Covid. Quand j'ai commencé ma carrière d'inspecteur, le taux d'accès au bac avait déjà bien augmenté. Il était de 35-40%, déjà, dans les années 70-80. Mais quand j'ai terminé, quand j'ai pris ma retraite en 2010, eh bien, il était de 80%. Il n'a plus bougé depuis. Le système ne veut plus que ça augmente. S'il ne bouge plus, sachez-le, ce n'est pas parce que la population n'en veut plus. C'est parce que le système ne veut plus que ça augmente. Sachez-le. Moi qui vous parle, je suis bien placé pour le dire. Donc, voilà, la réussite et l'échec, c'est subtil, c'est plus aléatoire. Hein? Aléatoire. Suivant les quotas qui sont exigés. Voilà. Voilà, donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, ce que nous voulions vous dire, la fois prochaine, nous rentrerons dans des considérations plus philosophiques, si on peut s'exprimer ainsi, parce que le spiritualisme, il faut bien le dire, aujourd'hui, plus personne n'en parle. Oh ben, qu'est-ce que c'est? Mis à part moi, le spiritualisme n'en parle plus. Il n'a pas laissé de traces
Aussi chez les femmes. quand on fait le bilan, Oui, chez les femmes, il a baissé des femmes. quand on fait le bilan de la philosophie du 19e, certains auteurs disent que le 19e, pour la philosophie en France, ça a certes été une réussite pour la bourgeoisie, qui a imposé des principes, des thèses, des auteurs, etc., des ouvrages, enfin tout ce qu'on veut. Ça, de ce point de vue-là, oui, bien sûr, la bourgeoisie n'a pas raté son coup, mais le bilan pour la philosophie, il est en fait calamiteux. Calamiteux. Bon, ce n'est pas mon sujet, hein, ce n'est pas mon sujet, je suis sur l'hégémonie, donc je passe là-dessus très vite. Mais en tout cas, la fois prochaine, on regardera d'un petit peu plus près la philosophie spiritualiste. Donc c'est dans 15 jours. C'est le 15 mars, oui. Ah, 15 jours. Oui, oui. Et après ce sera l'histoire. La même chose, mais l'histoire. On termine là. Et ben on termine là. Voilà. Jean-Paul Fox. Voilà. À la prochaine. C'était bien. Attention. S'il vous plaît, comment les philosophes spiritualistes prenaient des mouvements comme ceux de Proudhon ou de Fourier? Ah, c'était pour eux. Le seul sur que Satan, carrément. C'était